Parfait. Vous me dites? Oui, ça va. C'est bon? D'accord. Oui, ça va. Voilà, donc pour commencer, j'aimerais bien vous dire que ce sera un atelier interactif entre nous. Donc, j'aimerais bien avoir votre feedback. Et pour commencer, j'aimerais bien que vous m'écrivez sur la partie discussion, chatbox, à partir de cette photo, de quelles soft skills on parle, à votre avis? Allez-y. Social. Encore plus? À l'aise. La communication interpersonnelle. En fait, si on veut analyser cette photo, on voit deux personnes avec les mêmes habits vestimentaires. Sauf, contrairement à la deuxième personne, la première personne, elle a une image positive de soi, de la valorisation, de l'estime, contrairement à la deuxième personne qui tend son regard vers le bas et donc elle a une estime de soi négative, de la dévalorisation, du doute et de l'inaction. Et donc là, on parle de la première soft skill qui est l'image de soi. Soit vous avez une image de soi positive, de la confiance, soit vous avez une image de soi négative. Deuxième photo. De quelles soft skills on est en train de parler? Toujours, vous faites votre retour dans la partie discussion. Achievement. J'ai fait cela. L'estime. Super. Oui, exactement, Ediba. On parle de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est la capacité à aimer ce que nous percevons de nous-mêmes. Et d'ailleurs, l'estime de soi, il se forge dès notre plus tendre enfance. Troisième photo. De quelle soft skills on parle? Commitment. Plus encore? La force, la résilience, la persévérance. Ça en fait partie, mais on parle plus de motivation. La motivation. Si on veut analyser la photo, on voit deux murs qui sont superposés sur un chemin, sur un passage. Mais là, les deux personnes, on voit que la première personne, elle essaie d'escalader le mur, contrairement à la deuxième personne qu'elle a complètement renversé. Pour se dire que ces deux personnes ne sont pas restées les bras croisés à se lamenter leur sort et à se dire on ne va pas y arriver, on ne peut pas, il y a beaucoup d'obstacles et d'embûches qui sont semés sur notre passage, mais non, ils se sont retroussés les manches pour aller de l'avant et pour faire face à tous les obstacles. Et dernière photo, de quelles soft skills on parle? L'agilité, oui. Donc là, on parle d'adaptabilité. Très, très, très important. Et ça a été en fait regroupé comme l'une des soft skills les plus importantes par les recruteurs. Pourquoi l'adaptabilité est très importante? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde versatile et en perpétuel changement, les parcours de vie, personnels soient-ils ou professionnels, sont de plus enclins à une imprévisibilité et de moins en moins prévisibles. Et donc, il faut toujours se réinventer en permanence, il faut toujours faire preuve d'agilité et d'adaptabilité pour relever le défi. Et en fait, plusieurs crises peuvent éclater du jour au lendemain, comme en témoigne la crise Covid aujourd'hui, cette pandémie inédite que vit le village planétaire. D'autres crises peuvent éclater du jour au lendemain. Et donc, la personne, elle doit être toujours en mesure de s'adapter. Je vous donne un autre exemple.
C'est en fait la révolution de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, plusieurs métiers ont été supprimés. Je donne un exemple très simple, c'est l'exemple du métier des caissiers. Dans des pays européens, par exemple, si vous déplacez dans un supermarché pour faire les courses, donc vous, en tant que cliente, vous pouvez enregistrer vos achats vous-même via des machines. Et donc là, le métier des caissiers, il a été remplacé et probablement d'autres métiers vont se suivre. Donc, raison pour laquelle il faut absolument faire preuve d'adaptabilité. Donc, c'est quoi les soft skills? C'est quoi la définition et pourquoi en parler? D'après le site de l'APEC, les recruteurs cherchent ainsi à identifier les soft skills des candidats, autrement dit, toutes les compétences qui ne sont pas liées à un savoir-faire technique et qui relèvent des savoir-être. Donc, pour définir les soft skills, on va opérer une petite comparaison entre soft skills et hard skills. Donc, quand on parle des soft skills, ce sont des compétences transversales. Qu'est-ce que je veux dire avec compétences transversales? C'est que ce sont des compétences qui concernent tous les métiers, tous les postes, toutes les personnes, tous les pays, peu importe votre poste, que vous soyez caissière, que vous soyez ingénieur, que vous soyez chef de projet, que vous soyez directeur, vous aurez besoin de ces soft skills. Ce sont aussi des compétences non techniques. Ce ne sont pas des compétences qu'on va vous enseigner à l'école, mais plutôt ce sont des compétences humaines qui relèvent de votre caractère, de votre personnalité, de vos traits. Et en fait, ils sont aussi des savoir-être, contrairement aux hard skills, qui s'agit plus de savoir, des connaissances et des savoir-faire assimilés avec l'expérience. Donc, les soft skills, ce sont des compétences non académiques, ce sont des compétences douces, ce sont des compétences molles qui sont difficiles à appréhender avec précision. Certains les qualifient de compétences non cognitives, de compétences comportementales, compétences sociales, compétences émotionnelles. Donc, si, quand vous venez de voir et de notifier, on n'a pas une définition universelle à la définition de soft skills, on parle de compétences douces, molles, sociales, alors que c'est des choses différentes. Donc là, brièvement, je vous donne quelques secondes pour m'écrire dans la partie des chats, à votre avis et à votre sens. Donnez-moi 3 soft skills de prédilection à votre sens. 3 soft skills que vous voyez qui sont très, très importants à avoir aujourd'hui, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. L'audace, la résilience, oui. Résolution des conflits, l'adaptabilité, engagement, motivation, oui. Donc, l'adaptabilité qui se répète. La résilience aussi qui se répète. L'audace. La persévérance, très important. L'autodiscipline. L'outil, l'autodiscipline 3 fois. Donc, c'est la soft skill la plus importante à ton avis. D'accord? Super. Donc, comme vous venez de voir, chacun de vous identifie des soft skills qui sont probablement différentes des autres personnes, probablement parce que votre métier, votre poste ou dans votre vie personnelle, vous avez besoin de ces soft skills plus que d'autres. Et généralement, on parle de dizaines de soft skills, de vingtaines, de trentaines et même de centaines. Pour se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un référentiel exhaustif des soft skills, mais qui sont en fait très différents. Donc là, par rapport au premier référentiel, c'est un référentiel qui a été publié par l'Organisation mondiale du travail. Donc là, on parle de 10 soft skills. On trouve aussi l'adaptabilité qui se répète quasiment dans la totalité des référentiels, la motivation, l'estime de soi, la créativité et bien plus encore. Donc, par rapport
au deuxième référentiel. En fait, c'est un référentiel qui a été publié parlant des 10 soft skills qui sont les plus importants dans 2020. Là aussi, on parle d'adaptabilité, d'autonomie, d'organisation, de gestion d'équipe. Le troisième référentiel, c'est un référentiel qui a été publié aussi, mais là, on parle plus des soft skills les plus recherchés par les recruteurs. Et donc, là aussi, l'adaptabilité se répète. Nous avons l'organisation, le sens du collectif, l'esprit d'équipe, la motivation et bien d'autres. Quatrième référentiel, c'est en fait un référentiel qui a été publié par le World Economic Forum. Et donc, là aussi, on parle de 10 soft skills qui sont quasiment différentes des précédentes. Là, on parle plus de négociation, de souci du service client, jugement, intelligence émotionnelle, on va le voir après, et bien d'autres. Et donc là, on parle de 25 soft skills. Donc, Demos, en fait, c'est un cabinet, c'est un groupe français, c'est un cabinet de formation et de consulting. Et là, avec Demos, j'avais travaillé avec eux sur un référentiel qui regroupe 90 soft skills. Après, on a trouvé que c'est un référentiel très lent et on l'a regroupé en 25 soft skills. Donc là, on parle de leadership, on parle plus de persuasion, de responsabilité, de créativité, de dynamisme, de disponibilité, etc. Le sixième référentiel, c'est un référentiel de l'OCDE, de l'Office de développement. Donc là, on a regroupé les soft skills à partir de 3 volets. Donc le premier volet qui est l'accomplissement, le deuxième qui est le volet interpersonnel et le troisième qui est le volet stratégique. L'avant-dernier, c'est en fait le référentiel Oro-Montléon-Bourré. C'est un référentiel plus axé sur les leaders. Quels sont les soft skills qu'un leader doit avoir? Et donc là, on parle de 15 soft skills. Le sens du collectif, la gestion d'équipe, la gestion des conflits, la gestion du stress, l'esprit d'entreprendre, etc. Et dernièrement, c'est le référentiel L-Info-Work. C'est un référentiel qui m'a été donné par une dame très généreuse que je la remercie. C'est une prof universitaire en France qu'ils ont travaillé sur un référentiel qui regroupe 13 soft skills. Et donc là, on parle de communication numérique, on parle de résolution de problèmes, on parle de compétences analytiques, on parle d'apprendre à apprendre. Donc là, on parle d'andragogie, de négociation, etc. Donc, comme on vient de voir, la liste des soft skills est loin d'être exhaustive. On parle de 10, on parle de 20, on parle de 30. Mais en fait, chacun de nous doit piocher dans cette liste pour définir et identifier les soft skills qui sont importants, que ce soit dans votre parcours universitaire, que ce soit dans votre vie sociale, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, là, on vient au deuxième volet de cet atelier qui traite l'intelligence émotionnelle, très important. Donc là, on se dit que le cœur a ses raisons, le cœur a ses raisons que la raison n'ignore pas. Donc, rappelons-nous qu'un être rationnel, ce n'est pas se couper de ses émotions. Le cerveau qui pense, qui calcule et qui décide n'est pas autre que celui qui rit, qui pleure, qui aime, qui éprouve du plaisir et du déplaisir. Donc là, si on veut analyser la photo, on voit que le cœur, il prend en main le cerveau. Pour se dire qu'aujourd'hui, à l'horizon de 2021, on ne doit pas se dire « Tiens, mon cerveau me dicte le contraire de mon cœur ». Il y a toujours une contradiction entre cerveau et cœur. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc là, pour parler d'intelligence émotionnelle, j'aimerais bien souligner quelques présupposés. Donc là, le premier présupposé, c'est que certaines personnes confondent l'intelligence émotionnelle avec la sociabilité et le charisme, alors que ce sont des choses différentes. Deuxième présupposé, on se dit que l'intelligence émotionnelle serait innée. Donc, à votre avis, dites-moi, l'intelligence émotionnelle, c'est inné ou acquis? Partagez avec moi dans le chat box si vous voulez. Inné, d'accord? D'autres réponses peut-être? Les deux. Hind Ben Moussa.
D'accord? Super. Donc, Hind a répondu. L'intelligence émotionnelle, c'est en fait un mélange entre l'inné et l'acquis, entre l'hérédité et l'environnement. C'est en fait, il y a une partie innée, ça on ne peut pas le nier, mais il y a aussi il est développé tout au long de la vie avec les expériences, avec dans votre parcours universitaire, dans votre éducation familiale, etc., etc. Donc l'intelligence émotionnelle, il peut se développer. Et troisième point, c'est que toutes les émotions sont positives. L'émotion à la base, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle d'émotions, on parle de plusieurs émotions, émotions de base, émotions principales, émotions secondaires. Je vous donne un exemple très simple. Donc, quand on parle de la joie, là, on va se mettre d'accord que c'est une émotion positive. Lorsque nous nous sentons joyeux, nous éprouvons une sensation du bien-être intérieur, une énergie qui se manifeste par des rires, des sourires et même parfois des larmes. Mais par contre, la colère, quand on parle de la colère, on se dit que la colère, c'est une émotion négative. Ça ne peut pas être une émotion positive. Alors, détrompez-vous. La colère, c'est aussi une émotion positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça dépend de la position et de la perception de chacun. Un même épisode émotionnel, on prend deux personnes. La première personne, la personne A, elle va l'identifier comme une émotion positive et une autre, il va l'identifier comme une émotion négative. Pourquoi? Parce que quand on est en colère, deux possibilités peuvent se présenter. Donc, premièrement, soit on a une prise de recul, et donc là, il faut identifier le déclencheur. Quel est l'objet de ma colère? Écouter attentivement mon ressenti, mon état intérieur pour exprimer ce ressenti avec mesure. Deuxième scénario, donc là, c'est totalement l'absence de prise de recul. Et donc là, la personne, il tend à avoir une attitude agressive, non-écoute et de se replier sur soi. Donc, généralement, quand on est en colère, il faut repérer les manifestations de colère, identifier le facteur déclencheur ou la cause, se préparer physiquement aussi à prendre du recul en criant, très, très, très important. Quand je suis en colère, j'essaie de trouver un créneau pour voyager à la montagne, pour escalader haut la montagne et crier avec toutes mes forces pour extérioriser cette colère. Deuxième scénario aussi, la marche. Très, très, très important. Et on se dit que le cerveau d'un homme ou d'une femme qui marche est plus développé, plus gros et plus productif que le cerveau d'un sédentaire. Donc, pour atténuer et extérioriser cette colère, il faut pratiquer de l'activité sportive et entendre son état intérieur. Qu'est-ce qui me rend en colère et essayer de l'apaiser. Troisième émotion, c'est la peur. Donc là, la peur aussi, on peut la voir comme une émotion négative, comme on peut la voir comme une émotion positive. Moi, je la regarde comme une émotion positive. Pourquoi? Parce que la peur, il nous alerte d'un danger. Il faut faire attention. Attention, il y a un danger. C'est comme un système d'alarme. Et donc là, on va faire attention. La tristesse aussi, on peut la voir comme une émotion négative, comme on peut la voir comme une émotion positive. Raison pour laquelle il faut accepter l'émotion ressentie, l'exprimer, oser en parler à des personnes de confiance et enfin agir. Et la tristesse, on peut la voir aussi comme un moment de réflexion pour entreprendre des projets pour le futur, pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre la situation, identifier certaines erreurs pour ne pas les reproduire. Et je partagerai avec vous un proverbe. On dit que souris, même si ton sourire est triste. Car s'il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste, c'est bien la tristesse de ne pas savoir sourire. Donc là, avant de définir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, j'aimerais bien faire une comparaison ou bien partager avec vous la différence entre sentiment, émotion et humeur, parce qu'on tend à les confondre. Donc, quand on parle de sentiment, il se distingue de l'émotion par sa cause plus complexe, sa durée plus longue et son intensité moins basse. Contrairement aux émotions, ce sont plutôt des réactions aiguës et non prolongées qui sont provoquées par un stimulus spécifique connu. Je vais faire le plein écran.
C'est bon. Donc, en fait, les émotions sont des réactions aiguës et non prolongées, provoquées par un stimulus spécifique, connu et caractérisé par un tableau cohérent de réponses cognitives et physiologiques. C'est pas très clair. Je vais vous donner un exemple. Quand vous étiez petit, à la sortie de votre maison, un chien qui a jappé sur vous. Donc là, l'émotion ressentie, c'est la peur, bien évidemment. Le déclencheur ou le stimulus, c'est le chien qui a jappé sur vous. Donc, l'émotion, toujours, il vient en réponse à un stimulus, à un déclencheur. Donc, l'émotion qui est la peur, le déclencheur ou le stimulus, c'est le chien qui a jappé sur vous. Mais aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, vous ressentez le sentiment d'insécurité. Quand vous regardez un chien, vous ressentez ce sentiment d'insécurité. Parce que quand vous étiez petit, vous avez éprouvé l'émotion de la peur quand le chien a jappé sur vous. Donc l'émotion, il vient en réponse à un stimulus, alors que le sentiment, non, il se développe au cours de la vie. Parlons maintenant de l'humeur. L'humeur est plutôt un état affectif prolongé dont le stimulus n'est plus présent. Tantôt on est heureux, tantôt on est triste. Je suis heureuse, juste quelques secondes après, je suis triste. Et je me dis, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce changement dans mon état affectif. Et donc là, on parle d'humeur, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de stimulus. Un changement dans l'état affectif qui se fait sans la présence d'un stimulus. Si vous n'arrivez pas à saisir quelque chose, veuillez m'arrêter. Je sais que je parle très vite parce que j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. Voilà, vous m'arrêtez si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Donc, de l'intelligence à l'intelligence émotionnelle. Nous sommes tous un subtil mélange d'intelligence cérébrale et d'acuité émotionnelle qui se renforcent mutuellement. L'être humain doit toujours faire part de la raison, mais aussi de ses émotions. Donc, la raison et l'émotion doivent toujours être en communication constante. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'une émotion? Comment peut-on définir une émotion? Brièvement, un mot, une phrase. Safa, je peux Oui, répondre? bien sûr. Donc, les émotions, ce sont l'état d'esprit de l'être humain dans un instant quelconque. D'accord, oui. Une autre réponse? Peut-être? Donc, l'émotion, il vient du mot latin moteur, qui signifie motion, mouvoir, et du préfixe E, qui signifie mouvement vers l'extérieur. Pour se dire que l'émotion, il nous incite à agir. Et dans la réflexion antique, deux éminentes réflexions ont été menées dans la Grèce antique. Il y a la réflexion de Platon et d'Aristote. Donc, Platon, il relève plutôt d'une conception négative de l'émotion, puisqu'il la considère comme un stimulus qui vient perturber la raison, troubler le jugement et qu'il fallait les refouler et les bannir. Contrairement à Aristote, qui relève d'une conception plus positive de l'émotion, puisqu'il la considère comme un stimulus très, très utile permettant d'évaluer le potentiel de gain ou de plaisir d'une action. Donc, si on veut parler des voies de l'émotion, Anderson et Guerrero précisent que chaque règle sociale de comportement entraîne la modification des expressions d'émotions spontanées pour être socialement normale. Je reviens à ce terme, socialement normal, soit par la simulation, l'inhibition, l'intensification, la désintensification ou la substitution. Donc, on parle de 5 voies d'émotion. Pourquoi on parle de socialement normal? Parce qu'en fait, une émotion, je peux, moi, en tant que personne, je peux exprimer une émotion dans un contexte, dans une norme sociale, et ne pas pouvoir le faire dans un autre contexte. Par exemple, chez moi, je peux extérioriser ma colère
alors que dans le contexte professionnel, je ne peux pas. Donc, les voies de l'émotion dépendent des normes sociales. Parlons premièrement de la simulation. La simulation, elle implique la feinte d'une émotion sans réellement la ressentir. Je vous donne un exemple très simple. À la sortie de la buvette du travail, je rencontre mon manager et là, j'ai toujours la colère contre lui parce que la veille, il m'a livré des critiques houleuses devant mes collègues. Donc, j'ai toujours la colère contre mon manager, mais quand je le vois aujourd'hui dans la buvette, je le salue avec un sourire enjoliveur. Je simule l'émotion de la joie, alors qu'au fond de moi, je ne ressens pas la joie de l'avoir vu. Donc là, parce que le contexte professionnel m'impose de simuler cette émotion. Deuxième voie d'émotion, on parle de l'inhibition ou de la neutralisation. Et donc là, c'est le fait en fait de cacher, d'inhiber une émotion au fond de moi parce que peut-être le contexte professionnel ne me permet pas de vivre cette émotion. Je vous donne un exemple très simple là aussi. Dans ma relation avec mon manager, donc là, je vais inhiber là aussi la colère, mais contrairement à la simulation, je ne vais pas faire semblant d'être joyeuse, je vais simplement inhiber la colère au fond de moi et lui parler avec un ton neutre. La troisième voie d'émotion, c'est l'intensification ou la maximisation. C'est quand en fait, je prétends ressentir une émotion très forte, une émotion très intense sans réellement la ressentir. Je donne un exemple aussi très simple. L'exemple de l'enfant dans sa relation avec ses parents. Donc là, l'enfant, pour obtenir ce qu'il désire, il va essayer d'intensifier ses émotions, sa colère ou sa tristesse pour obtenir ce qu'il veut de la part de ses parents. Donc là, en fait, on intensifie l'émotion. Le processus contraire, c'est la désintensification ou la minimisation. C'est quand je ressens une émotion très, très, très intense, la colère ou la tristesse, mais je la désintensifie parce que les normes sociales ou parce que la situation professionnelle ne me le permet pas. Et enfin, la substitution. Donc là, on prend deux émotions. Par exemple, je prends la colère et je prends le bonheur. Donc là, je vais essayer de substituer deux émotions. Je ressens la colère alors que je vais montrer que je suis très, 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 très heureuse. Et ça, on le fait très souvent. On est vraiment, on se heurte à des problèmes, à des déboires, mais quand, par exemple, on quitte la maison, on a toujours le sourire, un grand sourire, un sourire enjoliveur pour faire en sorte qu'on est heureux, alors qu'au fond de nous, on est très triste, on est très en colère. Donc là, on substitue une émotion avec une autre. Donc, j'espère que ça a été clair, ces 5 voies de l'émotion. Et là, on va parler plutôt de mécanismes d'adaptation aux émotions. Je vais partager avec vous 4 mécanismes, 4 approches très essentielles pour gérer ces émotions. Et on va voir qu'une bonne gestion émotionnelle nécessite d'intervenir sur ces 4 composantes. Premièrement, on parle d'évaluation émotionnelle. Donc, face à un épisode émotionnel, à forte charge émotionnelle, l'individu va essayer d'évaluer la situation émotionnelle. Est-elle dangereuse? Est-elle en contradiction avec mes valeurs et mes croyances, etc. Deuxièmement, c'est les modifications biologiques. Chaque émotion, n'importe quelle émotion, il provoque en nous des modifications biologiques de type l'accélération du rythme cardiaque, quand on a peur, l'afflux descend dans certaines parties des corps quand on est en colère, par exemple, parce que quand on est en colère, l'afflux descend et se dirige vers les mains pour se préparer à l'attaque. Quand on a peur aussi, l'afflux descend, il circule vers les muscles pour se préparer à la fuite. Et donc, n'importe quelle émotion, il provoque en nous des modifications biologiques. On parle aussi de modifications neurovégétatives, de type des sueurs, des palpitations. Et on parle aussi des modifications expressives, faciales et comportementales, de type les sourcils qui sont foncés quand on est surpris, les épaules qui sont relevées,
la mâchoire qui est serrée quand je suis très en colère, etc., etc. Troisième mécanisme d'adaptation, c'est la tendance à l'action. Chaque émotion provoque en nous une tendance à l'action. Donc là, l'organisme, il va essayer de réagir à ce qui paraît être une menace et préparer une réponse adéquate. Donc là, la peur, il nous prépare à la fuite, la colère, il nous prépare à l'attaque, etc., etc. Et dernièrement, et heureusement, le domaine cognitif. Heureusement que la pensée, elle est toujours présente. Parce que sinon, si on interagissait avec pulsion et avec émotion, ce ne serait pas possible. Donc là, les pensées doivent toujours être présentes pour nous calmer et pour nous apaiser. Je vais partager avec vous un exemple très simple. Imaginez par exemple que vous soyez convoqué par votre chef de projet, votre directeur, votre manager, peu importe. Ce dernier qui vous tend le rapport que vous lui avez remis la veille, il vous dit avec un ton fracassant, c'est inadmissible de traîner des jours avec la question de budget. Qu'est-ce que vous faites depuis des semaines? Moi, je veux des résultats. Je ne veux pas des touristes dans mon service devant vos collègues. Essayons de décortiquer ces 4 composantes. Premièrement, moi, en tant que personne, j'ai eu cette critique houleuse de la part de mon manager. Je vais évaluer cette situation en tant qu'un discours insultant, qu'un discours menaçant. Et bien évidemment, cette situation va provoquer en moi des modifications biologiques. Donc là, je vais ressentir l'accélération de mes pulsations cardiaques. Je vais ressentir une frisson glaciale qui parcourra mon échine et tous mes membres. Je vais ressentir la respiration qui va devenir saccadée. Je n'arrive pas à respirer. L'impression que le dos est parcouru de frissons glaciales. Le visage qui se crispe parce que je suis surprise. Je suis surprise de la réaction de ma manager. Les yeux qui s'immobilisent. Je ne sais pas quoi réagir, etc., etc. Et bien évidemment, face à cet épisode émotionnel, je vais réagir. Mon organisme va essayer de réagir. Et donc là, les muscles des bras et avant-bras vont se réduire pour préparer à attaquer parce que je suis très en colère. Mais heureusement que le domaine cognitif y est présent. Donc là, l'esprit, il va essayer d'apaiser mes tensions, d'apaiser mon cerveau émotionnel et de préparer des contre-attaques. Peut-être je vais essayer de donner les raisons légitimes de ce retard, des reproches à l'agression de mon manager, etc., etc. Donc voilà, nous avons vu les 4 approches ou les 4 mécanismes d'adaptation face à un épisode émotionnel. Il me reste combien de temps, si vous permettez? À peu près, on va dire 9 minutes ou moins. D'accord. Donc là, on parle de dynamique des émotions de base. Normalement, on parle de plusieurs émotions. On parle d'émotions principales, d'émotions secondaires. Là, Paul Ekman, elle a catalogué 6 émotions de base universelle. On parle de la colère, de la peur, du dégoût, de la tristesse et enfin de la joie et de la surprise. Donc, chaque émotion, il provoque en nous des modifications biologiques très différentes. La colère, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. La peur, c'est l'accélération de la respiration. Le dégoût, c'est des nausées et des vomissements, c'est dégoûtant. La tristesse, c'est en fait un sentiment de repli sur soi. La joie, c'est l'ouverture, etc., etc. Je vais essayer de zapper pour respecter le temps. Donc là, on parle, je ne peux pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler de la neuroanatomie du cerveau, de la neuroanatomie des émotions, très, très, très important pour comprendre comment les émotions surgissent parfois avant notre pensée. Donc là, le neurobiologiste Paul MacLean, il a parlé d'un cerveau trinique. Donc là, on parle du cortex, on parle du limbique et on parle du reptilien. Donc, le cortex, c'est en fait responsable dans la raison, dans l'intelligence technique, dans la créativité, dans la pensée, etc. Contrairement au cerveau limbique qui est impliqué dans 2 choses. Premièrement, c'est
que c'est en fait un petit amas sous forme d'amande, raison pour laquelle on a donné le nom de l'amygdala. Et puis enfin, nous avons le reptilien. Le reptilien, il est impliqué dans l'instinct de survie, dans l'alimentation, dans la respiration, dans la vision, etc., etc. Donc, rappelez-vous, et nous avons le reptilien qui est responsable de notre instinct de survie, l'alimentation, etc. Donc, les deux voies de l'émotion, très, très important. Tout ce que nous ressentons, nous regardons, nous touchons, nous goûtons, se propage dans notre corps sous forme de signaux électriques. Et ces signaux, ils passent d'une cellule à une autre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination ultime. Donc, ils entrent à la base du cerveau, près à la épinière, le lobe frontal. Le cerveau rationnel, c'est le cortex. Mais comme vous visualisez sur la photo, leur passage, il passe par le système limbique, c'est le cerveau émotionnel. Voilà pourquoi certaines émotions surgissent avant que le lobe frontal ou avant que la raison n'ait pu identifier les raisons déclencheurs de l'émotion. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez parfois, imaginez par exemple que vous soyez dans une réunion face à un collègue qui vous interrompt brusquement avec des propos ridicules, qui vous piquent au vif. Et donc là, vous ne pouvez pas rester assis, les bras croisés sans rétorquer, mais je vous garantis, si vous prenez juste 10 secondes, une petite pause de quelques petites secondes pourrait suffire à endiguer la frustration et la colère que vous sentez monter en vous et vous aide à calmer suffisamment votre cortex ou votre cerveau rationnel, le temps de laisser votre cerveau rationnel redevenir maître de la situation. Parce qu'en fait, face à la critique ou à la remarque de votre collègue, si vous ne vous donnez pas ces 10 secondes, vous allez réagir avec pulsion et vous allez peut-être rétorquer avec des paroles qui sont mal placées et vous allez regretter. Voilà pourquoi certaines fois, on réagit avec pulsion et juste quelques secondes après, on regrette et on se dit mince, fallait pas que je réagisse comme ça, fallait pas que je dise ça. Ça explique pourquoi on réagit avec émotion, parce qu'on n'a pas donné le temps à notre cerveau rationnel de redevenir maître de la situation. Merci Adiba de me dire qu'il me reste combien de temps? 2 minutes. D'accord. Je vais définir brièvement maintenant et enfin l'intelligence émotionnelle. Donc là, l'intelligence émotionnelle, et je reviens à cette diapositive, la genèse de l'intelligence émotionnelle, il revient à Mayer et Salovey après leur publication de l'article Emotional Intelligence en 1990. Mais la paternité, elle revient vraiment à Goleman avec son bouquin à succès, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than Intellectual Quotient. Très, très important. Donc là, Daniel Goleman, il regroupe l'intelligence émotionnelle en 4 quadrants. On parle de self-awareness, c'est la capacité à identifier ses propres émotions et ses ressentis. On parle de self-management, c'est la capacité à gérer ses émotions. On parle de social awareness, c'est dans notre relation avec l'autre personne, c'est en fait la capacité de faire preuve d'empathie et de se mettre à la place de l'autre personne. Et enfin, relationship management, c'est en fait le fait de nouer des relations durables où règne confiance et collaboration et altruisme avec les autres personnes. Voilà, toujours les quadrants. Donc, pour conclure, je me permets de dire qu'aujourd'hui, en 2021, les soft skills et l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un effet de mode, mais en fait, c'est un gage de performance. C'est quelque chose de très important
sur laquelle il faut miser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on trouve que des entreprises internationales et des multinationales, ils ont intégré dans leur processus de recrutement des tests psychotechniques, des tests de personnalité et des tests d'intelligence émotionnelle, plus que les compétences techniques, pour voir que c'est important et que même les recruteurs et les entreprises ont pris importance à la thématique. Et je me permets de dire qu'aujourd'hui, dans le contexte personnel ou professionnel, les émotions, ils nous empêchent ou nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, misez sur les émotions, misez sur l'intelligence émotionnelle, sur le développement de vos soft skills. Probablement, vous aurez des soft skills que vous souhaitez développer différentes d'une autre personne, parce que peut-être dans votre contexte professionnel, on entend par exemple que dans un call center en tant que téléconseiller, vous aurez plutôt besoin des soft skills comme la négociation, la gestion du stress et la gestion de ses émotions, parce que vous êtes toujours en contact avec les clients, et probablement dans un autre contexte, vous aurez besoin d'autres soft skills et d'autres émotions. Ça m'a fait plaisir de délivrer cet atelier autour des soft skills et de l'intelligence émotionnelle. J'espère que ça a été fructueux et je vous remercie pour votre patience et votre interactivité. Merci beaucoup, Safa, pour ces informations très riches par rapport à l'intelligence émotionnelle. Je rappelle que Safa est doctorante en intelligence émotionnelle. Donc, il nous faut encore plus de temps pour découvrir ce domaine qui est très, très riche, mais n'hésitez surtout pas de rentrer en contact avec Safa via son LinkedIn pour avoir plus encore d'informations. Merci à tous pour votre présence et je vous invite à rejoindre la salle principale pour découvrir le reste du programme. Merci. Merci.